Imaginez dépenser plus de 8 milliards de dollars dans une arme ultra sophistiquée. Mais voilà, vous découvrez soudain que vous n'en avez pas vraiment le contrôle. Pire encore, que le pays qui vous l'a vendue peut la désactiver à distance, quand il le souhaite. C'est exactement ce à quoi fait face aujourd'hui l'Allemagne. Le gouvernement allemand envisage sérieusement d'annuler son accord de 8,4 milliards de dollars pour l'achat de 35 avions de combat F-35 américains. Cette décision inattendue choque les experts internationaux de la défense. Mais le problème ne vient pas des performances de l'appareil. Le cœur du sujet, c'est une inquiétante fonctionnalité, le kill switch, un interrupteur intégré permettant aux États-Unis d'immobiliser à distance les avions vendus à leurs alliés en cas de besoin. Alors que les tensions géopolitiques montent entre Washington et l'Europe, Berlin s'interroge. Si l'alliance venait à se fracturer, les États-Unis pourraient-ils abuser de ce pouvoir? Mais cette décision allemande ne tombe pas du ciel. Elle suit un mouvement de recul de plusieurs alliés de l'OTAN, un phénomène qui pousse à se demander: le F-35 serait-il en train de perdre son statut de référence absolue dans l'alliance militaire occidentale? Le Canada et le Portugal expriment eux aussi leurs doutes. Tout récemment, Lisbonne a annoncé un gel de ses projets d'achat du F-35. De son côté, le Canada, qui avait signé un contrat colossal de 19 milliards de dollars, remet ouvertement l'accord en question. La raison commune à ces retraits soudains? Une inquiétude grandissante vis-à-vis de la dépendance technologique et des risques politiques liés aux États-Unis. Trois alliés majeurs des États-Unis doutent ainsi simultanément de l'avenir du F-35. Ce n'est plus un cas isolé. Nous assistons à une véritable vague silencieuse de retrait capable d'ébranler les fondations même des exportations d'armes américaines. Et si l'Allemagne, le Canada et le Portugal quittent définitivement le programme F-35, cela ne sera pas simplement un revers commercial pour les États-Unis. Ce pourrait bien être un tournant stratégique majeur pour l'OTAN, car l'Europe commence déjà à construire ses propres avions de combat, au lieu de dépendre du matériel américain. Les nations européennes développent actuellement leur propre programme de chasseurs de 6e génération. L'Allemagne, la France et l'Espagne collaborent sur le Future Combat Air System, ou FCAS, dont la mise en service est prévue pour 2040. Parallèlement, le Royaume-Uni et l'Italie, associés au Japon, font avancer leur propre programme, le Global Combat Air Programme, GCAP. Si ces projets réussissent, l'Europe pourrait atteindre une indépendance aérienne complète. Cela marquerait la fin de décennies de dépendance à l'égard du matériel militaire américain. Mais cette évolution n'est pas qu'un simple changement technologique. C'est une déclaration stratégique forte. Les nations européennes envoient un message clair au reste du monde. Nous voulons assurer notre défense avec notre propre technologie. Ce bouleversement ne concerne pas seulement la défense. En Allemagne, un changement industriel profond est en marche. Volkswagen, le plus grand constructeur automobile européen, envisage désormais d'entrer dans la production militaire. Pourquoi? À cause d'une baisse drastique de la demande de véhicules civils, combinée à un énorme fonds européen de réarmement. Les analystes prédisent que si cette tendance se répand, nous pourrions assister à une restructuration complète de l'économie européenne. Des géants civils deviendraient progressivement des acteurs majeurs du secteur de la défense. Mais une grande question demeure. Tout ceci suffira-t-il à assurer à l'Europe une pleine indépendance sécuritaire vis-à-vis des États-Unis? Autre interrogation essentielle. Combien de temps encore l'Amérique pourra-t-elle préserver sa position dominante? Le F-35 était autrefois le pilier du système de défense de l'OTAN. Aujourd'hui, ce sont les membres centraux eux-mêmes qui s'éloignent discrètement du programme. Le débat ne porte plus sur la possibilité pour un seul pays de quitter le programme F-35. La vraie question est devenue: les États-Unis peuvent-ils encore maintenir leur rôle central dans la stratégie mondiale de défense, alors que leurs alliés commencent à se retirer? Quand la technologie n'est plus exclusive et que la confiance politique n'est plus garantie, une nouvelle ère se dessine lentement. L'ordre ancien se fissure, morceau par morceau. Si une puissance majeure comme l'Allemagne fait marche arrière, les petits pays peuvent-ils encore justifier de rester fidèles au programme F-35? Un fossé de confiance se creuse ainsi dangereusement, non seulement sur le plan technologique, mais également dans les fondations stratégiques même de l'Alliance. Car lorsque la confiance disparaît, même les armes les plus sophistiquées ne peuvent combler le fossé qui se crée. Et pour la première fois depuis des décennies, l'Europe ose se poser une question difficile. Avons-nous toujours autant besoin de l'Amérique? Ne détournez pas les yeux, la suite de cette affaire pourrait être encore plus explosive. Nous avons besoin de partenaires fiables, pas de perturbateurs. C'est le message sans détour envoyé par le Canada au moment où ses relations avec les États-Unis se crispent. Dans quelques mois à peine, un contrat colossal de 19 milliards de dollars pour des avions de chasse pourrait tomber à l'eau. Mais alors, qui se positionne déjà pour prendre la relève? La réponse est étonnante.
c'est la Suède. Le Premier ministre canadien, Mark Carney, a ordonné une révision approfondie du contrat signé pour l'achat de 88 chasseurs F-35 auprès des États-Unis. Il affirme désormais vouloir bâtir de nouvelles relations sécuritaires, en dehors de son alliance traditionnelle avec Washington. Initialement, Ottawa s'était engagé avec Lockheed Martin pour un contrat massif de 19 milliards de dollars. Mais aujourd'hui, ce projet prend du retard. Et pendant ce temps, la Suède s'avance avec son avion de chasse, le Gripen. La proposition suédoise est particulièrement attrayante. Le Gripen coûte presque 2 fois moins cher que le F-35. Il est aussi plus facile à entretenir et surtout adapté aux conditions extrêmes, notamment aux régions glacées de l'Arctique canadien. Encore plus important, contrairement au F-35 américain, le Gripen ne dépend pas de la chaîne d'approvisionnement américaine. Un argument crucial pour Ottawa à l'heure où les tensions commerciales avec Washington augmentent dangereusement. Alors, la grande question se pose. Le Canada se prépare-t-il à tourner le dos aux États-Unis pour trouver un partenaire stratégique plus fiable? Et l'appareil choisi pourrait-il être le Gripen E de Saab, arrivé deuxième lors d'un précédent appel d'offres? Mais ce choix dépasse largement le simple achat d'avions de chasse. Derrière la sélection du Gripen se cache une véritable stratégie à long terme. Si le Canada conclut ce contrat avec la Suède, ce serait la première fois en plus de 40 ans qu'il achète des chasseurs stratégiques ailleurs qu'aux États-Unis. Et ce changement ne se limite pas au montant du contrat. Il reflète une vision claire de la stratégie de défense canadienne pour l'avenir. Le Gripen, en effet, n'est pas un simple avion militaire. Il offre au Canada une occasion exceptionnelle de devenir partie prenante dans la chaîne de production de défense suédoise. Selon certaines sources internes, Ottawa négocierait actuellement la participation d'entreprises canadiennes à la fabrication du Gripen. Ainsi, le Canada ne serait plus seulement acheteur, il deviendrait producteur, copropriétaire de la technologie et même exportateur d'armement. Une opportunité unique pour renforcer à la fois ses capacités militaires et son industrie nationale de défense. Imaginez un instant ce futur proche, le Canada libéré de toute dépendance à la chaîne logistique américaine. À la place, il intégrerait de solides partenariats européens en matière de défense, augmentant ainsi son poids sur la scène mondiale de la production d'armes. Mais si le Canada abandonne définitivement le F-35 pour adopter le Gripen, cela marquerait-il un adieu stratégique aux États-Unis? L'Europe prépare justement un gigantesque plan d'investissement dans la défense, pouvant atteindre jusqu'à 800 milliards d'euros. Des puissances comme l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Espagne ont déjà augmenté leur budget militaire de plus de 30%. Si le Canada rejoint cette chaîne de production européenne, les coûts pourraient être considérablement réduits grâce à des commandes groupées. Cependant, cette stratégie comporte aussi des risques sérieux. Certaines grandes entreprises canadiennes, comme Bombardier, qui fournissent actuellement des pièces essentielles pour les F-35 américains, risquent de perdre des contrats valant des centaines de millions de dollars. Si Ottawa décidait de renoncer au F-35, les conséquences économiques pourraient être lourdes. Et ceci intervient à un moment critique, où l'industrie de la défense canadienne traverse déjà une période compliquée. Mais les experts restent optimistes. Ils estiment que si l'Europe étend sa production d'armement, le Canada pourrait rapidement devenir sous-traitant pour ces nouveaux programmes européens. À long terme, il s'agit là d'une occasion en or pour renforcer la défense du pays tout en boostant son industrie locale. Toutefois, au-delà des aspects économiques, la vraie décision sera politique. Une rupture décisive avec les États-Unis modifierait profondément l'avenir militaire canadien, mais également sa relation stratégique avec Washington et avec l'OTAN tout entière. Alors restez bien attentifs, car la suite de cette vidéo vous révélera les impacts majeurs que cette décision pourrait avoir sur la défense et les relations internationales du Canada. 390 milliards de dollars retirés des obligations américaines. Non, ce n'est pas une simple protestation. C'est une véritable préparation stratégique, un signe clair que les alliés des États-Unis s'attendent à une tempête économique imminente. La cause principale de cette panique financière porte un nom, Donald Trump, réélu président des États-Unis. Du Canada à la Chine, en passant par l'Irlande, la Norvège et même le Japon, les pays se détournent massivement du dollar américain. On dirait presque qu'ils anticipent une crise majeure sur le point d'éclater. Le retour de Trump au pouvoir inquiète profondément les dirigeants internationaux. Ils redoutent une nouvelle poussée de sa politique « America First », synonyme de droits de douane élevés et de sanctions économiques imprévisibles qui menacent la stabilité mondiale. Avec la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis, les obligations américaines deviennent de moins en moins attractives. Leurs faibles rendements ne suffisent plus à compenser les risques économiques grandissants. L'instabilité commerciale, aggravée par le conflit Russie-Ukraine et les tensions sino-américaines, pousse les pays à réviser totalement leur stratégie financière. Ainsi,
Beaucoup réduisent leur dépendance au dollar américain. Ils choisissent désormais des actifs jugés plus sûrs, l'or, l'euro ou même des actifs numériques, afin de protéger leurs économies face aux potentielles fluctuations imprévisibles. Voici l'ampleur de ce retrait massif. Durant les 3 derniers mois de l'année 2024, ce n'est pas seulement un ou deux pays, mais une véritable vague de nations qui s'est éloignée des obligations américaines. Le Brésil a retiré près de 56 milliards de dollars. L'Irlande a réduit ses avoirs de 42 milliards. Les îles Caïmans et le Canada ont diminué leurs réserves de 41,2 milliards et 37 milliards de dollars respectivement. L'Inde et la Norvège ont également retiré près de 35 milliards chacune. Même le Japon et la Chine ont réduit leur position de 7,8 milliards de dollars. Cette vague révèle un fait alarmant. Les pays n'ont plus confiance dans les obligations américaines malgré la prétendue stabilité du dollar. Sommes-nous en train d'assister à un changement radical des stratégies financières internationales? Mais la crise ne s'arrête pas là. Le retour au pouvoir de Donald Trump pourrait bien déclencher une nouvelle série de représailles commerciales mondiales. Son annonce récente de mesures tarifaires agressives, à partir du 2 avril 2025, vise spécifiquement à punir les pays appliquant des taxes élevées sur les produits américains. Une politique de réciprocité assumée, qui menace directement les alliés historiques des États-Unis. Face à cette menace, les réactions internationales se font entendre avec force. L'Union européenne a déjà promis d'imposer des tarifs douaniers sur des produits américains emblématiques comme les motos, le whisky et les jeans. Une riposte qui rappelle étrangement la guerre commerciale de 2018. La Chine, elle non plus, ne reste pas silencieuse. Pékin a augmenté ses taxes sur les produits agricoles américains, en particulier sur le soja et le porc. Et ce n'est pas terminé. Le Canada, à son tour, a entamé des consultations publiques pour taxer près de 125 milliards de dollars de produits américains importés. Ces actions alimentent un cercle vicieux de représailles économiques, plongeant les marchés mondiaux dans une incertitude croissante. L'avenir du commerce international dépend désormais de la capacité des nations à s'adapter aux politiques protectionnistes américaines. Quant aux conséquences pour les États-Unis, elles s'annoncent lourdes. L'agriculture américaine risque de perdre ses principaux marchés d'exportation. Des produits clés comme le soja, le maïs ou encore le porc pourraient être durement frappés par ces représailles tarifaires. Le secteur automobile américain, lui aussi, subira de plein fouet ces tensions commerciales. Le coût des pièces détachées importées va augmenter, entraînant une hausse du prix des voitures de 1 000 à 3 000 $. Cette situation pourrait provoquer une baisse sensible de la demande et menacer des milliers d'emplois dans des États comme le Michigan, l'Ohio ou encore l'Indiana, bastions historiques de l'industrie automobile américaine. La confiance internationale en l'Amérique comme havre financier sûr est sérieusement mise à mal. Les politiques protectionnistes de Donald Trump provoqueront-elles une crise financière mondiale sans précédent? Ou allons-nous assister à l'émergence d'un monde financier multipolaire où les États-Unis ne seraient plus au centre du jeu? Restez connectés, car la suite de cette vidéo pourrait bien bouleverser votre perception du futur économique mondial. La bataille politique entre Donald Trump et Hollywood n'a jamais vraiment cessé. Mais sait-on réellement ce qui se passe derrière les portes fermées de la Maison-Blanche? Souvenez-vous, en 2017, l'actrice Meryl Streep avait choqué à la fois Hollywood et Washington. Lors des Golden Globes, en recevant le prestigieux prix Cecil B. 2000, elle ne s'était pas contentée des remerciements habituels. Au contraire, elle avait directement critiqué Donald Trump pour avoir ridiculisé un journaliste handicapé durant sa campagne électorale. Quand les puissants utilisent leur position pour humilier, cela autorise tout le monde à faire pareil, déclarait-elle. Son message était limpide. Les actes humiliants d'une personnalité publique ne font pas que ternir son image. Ils contaminent toute la société. Bien entendu, Donald Trump n'a pas laissé passer cette critique sans réagir. Quelques heures seulement après le discours de Meryl Streep, il avait répondu sur Twitter, qualifiant l'actrice d'une des plus surestimées d'Hollywood. Ce tweet incendiaire n'a pas calmé la tempête. Au contraire, il a fait de Trump une cible encore plus évidente des critiques publiques. Chaque nouvelle attaque du président amplifiait davantage le soutien populaire envers Meryl Streep. C'est là une stratégie typique de Trump. Plus il s'agite, plus il attire les critiques contre lui-même. Parallèlement à cette bataille médiatique, la relation entre Donald et Melania Trump fascine autant qu'elle intrigue. Malgré son statut de première dame, Melania maintient toujours un silence mystérieux, nourrissant les rumeurs médiatiques. Le fait que Melania n'ait pas immédiatement déménagé à la Maison-Blanche, préférant rester à New York pour permettre à leur fils de finir son année scolaire, avait soulevé une question centrale. Leur mariage était-il solide ou n'était-ce qu'un simple arrangement stratégique? Lors de l'arrivée de Trump à la présidence,
Melania affichait une attitude discrète. Très rarement impliquée dans les activités politiques, elle n'exprimait presque jamais publiquement son soutien à son mari. Certains médias notaient même qu'elle évitait les rassemblements politiques de Donald pendant la campagne électorale de 2020, ce qui n'avait fait qu'alimenter les doutes. Mais un événement précis avait profondément marqué l'opinion publique. Souvenez-vous de cette fameuse veste portée par Melania lors de sa visite dans un centre de détention d'enfants migrants. Sur cette veste, ces quelques mots provocateurs « I really don't care, do you ?» Je m'en fiche complètement. Et vous ? Cette phrase, jugée particulièrement insensible, avait déclenché une véritable tempête médiatique au moment où l'opinion mondiale dénonçait fermement la politique de séparation familiale de l'administration Trump. Ce geste avait gravement entaché l'image de Melania, soulevant des interrogations légitimes sur son manque apparent de compassion. Plus ironique encore, Melania Trump lançait dans le même temps sa campagne « Be Best », censée lutter contre le harcèlement en ligne. Une initiative louable, certes, mais profondément contradictoire. Son propre mari était justement l'un des plus grands provocateurs sur les réseaux sociaux, multipliant tweets injurieux et attaques personnelles. Cette incohérence frappante n'avait échappé à personne. Comment Melania pouvait-elle promouvoir la bienveillance alors que Donald incarnait exactement l'inverse ? Ainsi, entre batailles ouvertes avec Hollywood et mystères conjugaux, le couple présidentiel continue de fasciner autant qu'il divise. Mais au fond, cette discrétion soigneusement entretenue par Melania Trump fait-elle partie d'une stratégie secrète ou s'agit-il simplement d'une manière subtile de gagner sur le long terme ? Restez avec nous, car dans quelques instants, nous dévoilerons d'autres secrets inattendus sur la véritable guerre entre Donald Trump et Hollywood. Long de seulement 80 km, le canal de Panama est pourtant traversé chaque année par plus de 14 000 navires. Cela représente plus de 5% du commerce maritime mondial. Et parmi ce flux gigantesque, plus de 70% du trafic est directement lié aux ports américains. Début 2025, Donald Trump fait une annonce choc. Les États-Unis vont reprendre le contrôle du canal de Panama. Mais pourquoi Washington souhaite-t-il redevenir maître de cette route stratégique ? Que perd la Chine dans ce nouveau jeu géopolitique ? Et comment le petit Panama va-t-il naviguer entre ces deux géants mondiaux ? Lors d'un rassemblement public, Trump affirme clairement vouloir récupérer le contrôle du canal. Il critique durement les frais exorbitants imposés aux navires américains, les qualifiant d'injustes. Selon lui, les États-Unis seraient ainsi pénalisés par la voie maritime qu'ils ont eux-mêmes construite. Trump pointe directement du doigt CK Hutchison Holdings, un puissant conglomérat basé à Hong Kong, actuellement gestionnaire de deux ports stratégiques situés aux deux extrémités du canal, Balboa sur le Pacifique et Cristobal sur l'Atlantique. Trump estime que cette situation compromet directement la sécurité commerciale et la défense nationale des États-Unis. Mais les déclarations ne s'arrêtent pas au discours. Un document interne, baptisé « Guide provisoire de sécurité nationale », révèle que l'administration Trump a demandé au Pentagone d'examiner toutes les options possibles pour garantir un accès américain durable au canal. Ces options incluent des coopérations militaires, une assistance technique, voire même des mesures garantissant la neutralité du canal. Face à ces annonces explosives, le Panama réagit immédiatement. Son ministère des Affaires étrangères affirme clairement « Le canal de Panama est un bien national. Il appartient au peuple panaméen et il le restera ». Mais à peine quelques semaines plus tard, Panama effectue plusieurs virages stratégiques importants. Tout d'abord, le pays annonce officiellement son retrait du programme chinois des nouvelles routes de la soie, Belt and Road Initiative, auquel il avait pourtant adhéré dès 2017. Ensuite, le procureur général du Panama annule le contrat portuaire de longue date avec CK Hutchison Holdings. Ce contrat, signé à l'origine en 1997 et renouvelé en 2021, aurait permis à l'entreprise hongkongaise de gérer ses ports pendant encore 25 ans. Ces deux décisions marquent un changement profond dans la politique étrangère et économique du Panama. Petit pays sans armée, utilisant le dollar américain, le Panama dépend totalement du commerce international. Juste après l'annulation du contrat avec CK Hutchison, un nouveau consortium dirigé par le géant américain BlackRock annonce avoir signé un accord de reprise des opérations portuaires pour une valeur colossale de 22,8 milliards de dollars. Rappelons-le, BlackRock est le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, symbole évident de la puissance financière américaine. Le gouvernement panaméen insiste pourtant sur un point. Il s'agit uniquement d'une transaction commerciale qui ne menace en aucun cas la souveraineté nationale ou le contrôle sur le canal. Mais le moment choisi pour cette opération interroge fortement. Une entreprise américaine remplaçant une compagnie hongkongaise à un moment stratégique précis,
tandis que Washington affiche ouvertement sa volonté de réinvestir le canal. Cela ressemble fort à une coordination étroite entre la politique américaine et les flux de capitaux privés. De son côté, Pékin garde pour l'instant le silence. Mais ne vous y trompez pas, la Chine reste le deuxième plus grand utilisateur du canal de Panama. Elle possède également des investissements massifs dans toute l'Amérique latine, infrastructures, exploitation minière et commerce. Les analystes suggèrent que la Chine adopte désormais une stratégie non conflictuelle, en renforçant discrètement ses relations avec des poids lourds régionaux tels que le Brésil, le Nicaragua et l'Argentine. En parallèle, Pékin diversifie ses routes commerciales à travers l'Arctique et l'Afrique, réduisant ainsi progressivement sa dépendance aux points stratégiques contrôlés par les États-Unis. Cette bataille n'est pas militaire, mais elle a toutes les caractéristiques d'une confrontation moderne entre superpuissances. Les États-Unis utilisent leur puissance économique, fiscale et financière pour rétablir leur influence. La Chine, elle, avance lentement, discrètement, mais efficacement. Pris entre ces deux géants, le Panama marche désormais sur un fil, cherchant un équilibre précaire tout en essayant d'affirmer sa souveraineté nationale. Alors que la carte du commerce mondial évolue radicalement après la pandémie et que les conflits actuels redessinent les routes d'approvisionnement, le canal de Panama redevient un lieu stratégique explosif. Deux grandes puissances mondiales s'y affrontent silencieusement sans tirer un seul coup de feu. Qu'en pensez-vous? Cette annonce de Trump peut-elle pousser la Chine à riposter discrètement? Quel chemin le Panama décidera-t-il d'emprunter? Restez attentifs, car la suite de cette histoire pourrait encore bouleverser l'équilibre mondial. Une décision tarifaire pourrait bien bouleverser l'avenir stratégique entre les États-Unis et le Canada. Aujourd'hui, le Canada entre dans une phase décisive. Quelle sera désormais l'orientation de sa stratégie économique et militaire face à Washington? Depuis plusieurs années, les relations commerciales entre ces deux pays traversent une période très tendue. Souvenez-vous, en 2018, les États-Unis avaient imposé des tarifs douaniers sévères de 25% sur l'acier canadien et 10% sur l'aluminium. Une mesure dévastatrice qui avait causé près de 2,5 milliards de dollars de pertes annuelles à l'économie canadienne. Mais Ottawa ne s'est pas laissé faire. Le Canada avait répondu fermement, imposant lui aussi des tarifs douaniers sur divers produits américains, comme le whisky ou encore certains produits en acier. Aujourd'hui, alors que cette guerre commerciale ne semble pas près de s'achever, le Canada comprend qu'il doit chercher de nouveaux partenaires internationaux. Les politiques imprévisibles des États-Unis l'obligent à diversifier ses alliances. C'est précisément dans ce contexte tendu qu'en fin d'année 2023, le Canada a fait un choix stratégique majeur, signer un contrat avec l'Australie pour l'achat de systèmes radars longue portée, baptisés JORN, pour un montant pouvant atteindre jusqu'à 6 milliards de dollars canadiens. Ces systèmes permettront au Canada de renforcer considérablement ses capacités de surveillance dans l'Arctique, une région de plus en plus stratégique en raison du changement climatique et de l'activité militaire croissante de la Russie. Mais pourquoi avoir choisi l'Australie? Tout simplement parce que les radars JORN sont capables de détecter des cibles aériennes jusqu'à 3000 km de distance. Ainsi, Ottawa peut protéger efficacement ses immenses territoires nordiques sans dépendre des systèmes américains. Face à l'instabilité croissante des politiques américaines, le Canada a bien compris qu'il ne pouvait plus compter exclusivement sur son voisin du Sud. Cherchant à protéger ses intérêts nationaux, Ottawa multiplie désormais les partenariats avec des pays jugés plus fiables. Depuis 2023, le Canada a d'ailleurs déjà signé plusieurs accords commerciaux et de défense avec l'Union européenne et des pays d'Asie du Sud-Est, pour un total avoisinant 7 milliards de dollars américains. Dans ce contexte géopolitique, l'Arctique canadien devient un enjeu central. Cette région polaire est stratégique, non seulement par ses ressources naturelles abondantes, mais également à cause du risque croissant de conflits militaires avec d'autres puissances, notamment la Russie. Le gouvernement canadien investit désormais massivement dans le renforcement de ses capacités de défense arctique. Car avec l'intensification de l'intérêt mondial pour les ressources énergétiques du Grand Nord, la compétition internationale risque de s'aggraver très vite. La posture stratégique adoptée par le Canada sera donc cruciale pour assurer la stabilité et dissuader toute tentative d'agression. À mesure que le climat se réchauffe, l'Arctique devient une véritable zone chaude pour la compétition géopolitique et l'accès aux ressources inexploitées. De nouvelles routes maritimes vont s'ouvrir, facilitant l'accès à des richesses naturelles, jusque-là difficiles d'accès.
Pour le Canada, il devient donc urgent de renforcer ses infrastructures militaires et de multiplier ses partenariats internationaux afin de protéger ses intérêts face à des pressions mondiales croissantes. La décision du Canada de collaborer avec l'Australie ne représente pas seulement une réduction de sa dépendance stratégique envers les États-Unis. C'est aussi un signal clair que le pays est prêt à diversifier ses alliances internationales pour préserver ses intérêts nationaux. Ce pivot stratégique marque donc une transformation majeure dans la manière dont le Canada perçoit ses partenariats internationaux. Ce changement pourrait bien redéfinir l'avenir de toute la région. Alors, restez attentifs. Dans quelques instants, nous analyserons comment le Canada et le Mexique adoptent deux stratégies radicalement opposées face à Trump. L'un choisit le silence discret, l'autre riposte frontalement. Laquelle de ces stratégies sera gagnante? La suite promet d'être riche en rebondissements. Ne manquez pas ça. Le Mexique choisit le silence, alors que le Canada répond avec fermeté. Deux stratégies radicalement opposées face à la guerre commerciale initiée par Donald Trump. Mais quelle approche sera finalement la plus efficace pour contrer le président américain? Depuis son arrivée à la tête du gouvernement canadien, le Premier ministre Mark Carney a pris une position particulièrement dure contre les États-Unis, surtout après que Trump a imposé des taxes de 25% sur l'acier et l'aluminium canadien. Face à ces mesures agressives, la province canadienne de l'Ontario a immédiatement réagi, imposant une surtaxe de 25% sur les exportations d'électricité vers les États-Unis. Une riposte rapide, forte et stratégique. Cette décision de l'Ontario est loin d'être anodine. Elle place une pression intense sur des États américains majeurs, comme New York, le Michigan ou encore le Minnesota. Des régions qui dépendent largement de l'électricité canadienne et qui risquent désormais de subir des pertes économiques importantes. Mark Carney ne mâche pas ses mots. Nous ne céderons jamais face à un intimidateur. Les Canadiens restent unis et nous ne resterons pas passifs quand des tarifs douaniers mettent en péril nos travailleurs et leurs familles. Mais Carney n'est pas seul dans ce combat. Doug Ford, le Premier ministre de l'Ontario, adopte lui aussi une attitude très ferme contre Trump. Ce front uni démontre un changement clair dans la manière dont le Canada traite désormais ses relations avec les États-Unis. Il n'est plus l'allié silencieux, mais un partenaire puissant, prêt à intensifier les représailles si nécessaire. Le tarif de 25% sur l'électricité imposé par l'Ontario pourrait coûter des milliards de dollars à l'économie américaine, notamment à l'État de New York, fortement dépendant de cette électricité venue du Canada. Selon les chiffres du département américain du commerce, les tarifs sur l'acier et l'aluminium imposés par Trump avaient déjà entraîné une baisse de 4,6 milliards de dollars des exportations canadiennes vers les États-Unis dès 2018. Ottawa ne veut plus revivre une telle perte sans riposter. De l'autre côté, le Mexique adopte une stratégie radicalement différente. Sous la présidence d'Andrés Manuel López Obrador, Mexico choisit une approche discrète, évitant les confrontations ouvertes avec Washington. Au lieu de riposter frontalement comme le Canada, le Mexique privilégie des négociations secrètes, des accords bilatéraux à l'abri des regards afin de minimiser les conflits commerciaux. Ainsi, le Mexique réagit moins violemment que son voisin du Nord, préférant le dialogue discret à la confrontation directe. Pourtant, Mark Carney considère que la stratégie du silence face à Trump est vouée à l'échec. Sa position est claire et sans ambiguïté. Si nous restons silencieux, Trump continuera à nous manquer de respect. C'est pourquoi le Canada a fait le choix conscient de réagir ouvertement, de riposter frontalement et de réclamer le respect des États-Unis. Mais les chiffres parlent aussi. Malgré son approche plus discrète, les données de l'Organisation mondiale du commerce montrent que le Mexique parvient à maintenir une relation commerciale relativement stable avec les États-Unis grâce à ses négociations confidentielles. Pourtant, lorsque Trump a augmenté les tarifs sur l'acier et l'aluminium, c'est l'intervention directe et immédiate de Doug Ford qui a marqué un véritable tournant. En imposant des tarifs sur l'électricité, Ford a contraint l'administration américaine à ouvrir immédiatement des négociations avec l'Ontario. Ce changement de ton démontre que Trump est forcé de reconsidérer sa stratégie face à la fermeté canadienne. La preuve est là. Face à la réaction énergique du Canada, Trump a dû ajuster son attitude, ouvrant ainsi la porte à de nouvelles négociations commerciales. Le message envoyé par Mark Carney et Doug Ford est limpide. Si vous voulez notre respect, nous sommes prêts à le défendre coûte que coûte. Cette guerre commerciale est loin d'être terminée. Mais le Canada et le Mexique pourraient bien en sortir renforcés s'ils continuent à appliquer leurs stratégies respectives avec intelligence et détermination. Car dans un monde globalisé, il devient très difficile pour Trump de maintenir durablement sa politique d'intimidation quand d'autres nations s'unissent pour la contrer. Restez attentifs,
car ce qui arrive ensuite pourrait vous surprendre encore davantage. La dernière conférence de presse de Donald Trump a créé une onde de choc. Ses déclarations vagues, confuses, voire parfois illogiques, inquiètent profondément le monde économique et les alliés internationaux des États-Unis. Mais concrètement, qu'a dit Trump et pourquoi ces propos pourraient-ils avoir des conséquences majeures pour l'Amérique? Analysons point par point ces déclarations préoccupantes. Tout d'abord, Trump a balayé d'un revers de main les inquiétudes concernant les licenciements massifs dans le secteur public. Il a affirmé sans hésitation « Le marché de l'emploi va être fantastique. Nous aurons des emplois mieux rémunérés. » Mais la réalité, elle, est tout autre. En février 2025, le taux de chômage américain est monté à 4,1%, alors que les prévisions le plaçaient à 4%. Ce chiffre marque une nette dégradation par rapport au mois précédent. De plus, la création d'emplois est bien inférieure aux attentes. Seulement 151 000 emplois créés en février 2025, alors que les analystes en espéraient au moins 170 000. Ce résultat est même inférieur à la moyenne mensuelle de 166 000 emplois créés durant l'année 2024. Pire encore, de lourdes suppressions d'emplois sont annoncées dans le secteur public. L'administration de la sécurité sociale américaine prévoit ainsi de supprimer 7 000 emplois, soit plus de 12% de ses effectifs. Le ministère des Anciens Combattants, quant à lui, s'apprête à réduire ses effectifs de plus de 80 000 personnes, ce qui fera tomber son nombre d'employés sous la barre des 400 000. Face à ces chiffres alarmants, sur quelle base Trump affirme-t-il que l'économie américaine va bien? S'agit-il simplement d'une rhétorique politique, loin de la réalité économique? Autre sujet controversé abordé par Trump, la politique environnementale. Le président américain a vivement critiqué les réglementations environnementales, déclarant « Nous devons supprimer ces barrières écologiques ridicules. Couper des arbres est la meilleure manière de prévenir les incendies de forêt. » Mais là encore, la réalité est bien différente. L'administration Trump, dans les faits, réduit drastiquement le financement des agences chargées de gérer les incendies de forêt. Les experts sont unanimes. Ce dont les régions les plus à risque ont besoin, ce n'est pas de coupe d'arbres massive, mais de mesures sérieuses de conservation des écosystèmes. Alors, est-ce que l'administration Trump cherche vraiment à résoudre ce problème environnemental? Ou bien ces déclarations servent-elles surtout à favoriser les intérêts économiques de l'industrie forestière? La confusion règne également autour de la politique commerciale américaine. Interrogé sur l'impact des nouveaux tarifs douaniers sur les prix à la consommation, Trump répond vaguement « Il y aura peut-être un peu de perturbation, mais ça ira. Nous avons besoin d'une détox économique pour rompre avec la dépendance au gouvernement. » Mais que signifie exactement cette détox économique? Serait-ce une façon subtile de préparer l'opinion publique à une récession imminente? Pendant ce temps, les conseillers économiques de Trump affichent des positions contradictoires. Certains soutiennent fermement les tarifs douaniers, arguant qu'ils protègent l'industrie américaine. Pourtant, de nombreuses entreprises alertent que ces tarifs augmentent directement leurs coûts de production, frappant durement les consommateurs américains. Par le passé, Trump brandissait volontiers la bonne santé des marchés financiers pour prouver la réussite de sa politique économique. Mais aujourd'hui, alors que les marchés baissent, son administration prétend désormais que c'est une bonne chose. Quelle est donc la vérité dans tout cela? Enfin, lors de cette conférence chaotique, Trump a affirmé fièrement réduire les dépenses gouvernementales. Nous coupons les dépenses inutiles pour renforcer financièrement l'Amérique. Pourtant, les données sont claires. La dette publique américaine ne cesse d'augmenter. En mars 2025, elle a dépassé le seuil des 35 000 milliards de dollars, soit une augmentation vertigineuse de plus de 3 000 milliards depuis le début du nouveau mandat de Trump. Les intérêts payés sur cette dette atteignent des sommets historiques, absorbant une part toujours plus importante des revenus fédéraux. De plus, les priorités budgétaires annoncées sont contradictoires. Trump affirme réduire les dépenses inutiles, mais le budget militaire américain, lui, a augmenté de 8%, alors même que les programmes sociaux subissent de fortes coupes budgétaires. Le financement de l'administration fiscale, IRS, pourtant essentiel pour récupérer des milliards de dollars de recettes fiscales perdues, a également été sévèrement réduit. Si les dépenses du gouvernement diminuent vraiment, pourquoi la dette nationale continue-t-elle à exploser? Et qui profite réellement de ces choix budgétaires? La conférence de presse de Donald Trump soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Ces déclarations contradictoires et confuses laissent planer un sérieux doute sur la cohérence de sa politique économique, mettant en péril non seulement l'avenir des États-Unis, mais aussi la stabilité économique mondiale. Ne manquez pas les prochains développements. La suite risque d'être encore plus explosive. Face à toutes ces crises, un constat s'impose clairement. Le monde tel que nous le connaissions change radicalement. Les alliances historiques vacillent, les puissances économiques se repositionnent,
et la confiance envers les États-Unis s'effrite lentement. Nous avons vu ensemble comment l'Allemagne, le Canada et d'autres pays alliés prennent leur distance vis-à-vis de Washington. Nous avons analysé comment les déclarations inquiétantes de Trump amplifient l'instabilité mondiale et pourraient précipiter une crise économique majeure. Aujourd'hui, la question cruciale est donc la suivante. Sommes-nous à l'aube d'un monde où les États-Unis ne seront plus le centre du pouvoir global? Est-ce le début d'une véritable transition vers un système multipolaire où d'autres nations occuperont progressivement la place autrefois réservée exclusivement à Washington? Les prochaines années risquent de transformer profondément les équilibres mondiaux. Une chose est sûre, les choix faits aujourd'hui auront des conséquences majeures pour les décennies à venir. Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que l'Europe réussira à atteindre une pleine indépendance stratégique face aux États-Unis? Croyez-vous que les stratégies de riposte économique du Canada ou du Mexique seront efficaces face à Trump? Et selon vous, quel rôle jouera la Chine dans ce nouveau grand jeu international? N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Ensemble, nous allons décrypter les coulisses de ces changements historiques, analyser les stratégies cachées des grandes puissances et mieux comprendre comment le monde se prépare au futur. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. À très bientôt pour une nouvelle vidéo pleine de révélations et d'analyses exclusives.